Salut les mangeurs de livres pour un nouveau podcast de Livrevore assidu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast. Alors pour le retour, pour la rentrée des classes, j'ai décidé de vous parler d'un petit livre qui vous transporte loin, 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 loin. Il est considéré comme le plus grand récit de voyage de tous les temps. Et pendant longtemps j'y ai pas cru, comme d'habitude. Moi, Bob le Snob. Je vais vous parler de L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Alors comme je vous le disais, et puis surtout, vous devez tous en avoir entendu parler puisque vous êtes des mangeurs de livres assidus. En tout cas, si c'est pas le cas, Nicolas Bouvier, un Suisse qui est devenu célèbre avec ce livre, L'usage du monde. Alors, de quoi ça parle? En 1953, un jeune Suisse de Genève qui se prédestinait à la carrière sympathique pour des mangeurs de livres comme nous, hein, à tout le moins de bibliothécaire, a décidé de partir pendant 2 ans avec un ami à lui qui s'appelait Thierry Vernet, qui était peintre de son état, euh, vers l'est, vers l'Orient. Il ne savait pas trop où leurs pas les mèneraient, en gros, mais il disait qu'ils avaient 2 ans. 2 ans pour voyager. Et son pote Vernet, là, apparemment, il devait se marier au bout des 2 ans, et sa future femme devait le rejoindre à la fin du voyage, quelque chose dans le genre. C'était ça un petit peu l'horizon pour eux. Et comment ils ont décidé de partir? Avec une Fiat 500 Topolino. Alors, je suis comme vous, hein, à l'époque j'étais pas là, et pour nous, les Fiat 500 maintenant, c'est des trucs Leonardo DiCaprio conduit dans des publicités un peu kitsch. Et ben non, la vraie Fiat 500, c'était une petite voiture qui avait pas trop la patate, mais qui apparemment était capable de rouler des milliers de kilomètres. Et donc, euh, Thierry Vernet est parti un peu en avance, et quand il est arrivé à Zagreb, il a envoyé un petit courrier à son pote Nicolas en lui disant que c'était fantastique, c'était déjà le début de l'Orient, il était que dans les Balkans, et déjà les marchés, les paysans, la musique, tout ça, c'était la porte de l'Orient et qui ferait bien de le rejoindre sinon et partir tout seul. Donc Nicolas le rejoint. Et en réalité, le vrai voyage commence là. Ils se rejoignent à Belgrade. Dans ce qui à l'époque était, parce que c'était en 1953, hein, c'était la guerre froide. À l'époque, c'était encore la Yougoslavie. Donc ça aussi, cette date-là, le fait que ça se passe dans les années 50 et que c'était la guerre froide, que le monde était coupé en deux, voire en trois avec les pays non alignés, là, et qu'en réalité, pour un occidental, c'était compliqué de traverser certains pays à l'époque. Ça donne du piquant aussi à ce récit de voyage. Mais donc, parlons du bouquin. Donc comme je vous le disais, moi pendant longtemps, 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 j'ai entendu parler de ce livre, hein. Je le voyais régulièrement dans les librairies, on m'en parlait, à l'école on en parlait, dans les émissions littéraires on en parlait, et je sais pas pourquoi. Alors que je suis un féru de récits de voyage, hein, j'en ai lu plein, des mecs du 19. Et peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'était parce que c'était un Suisse des années 50 et que tout le monde en parlait tellement et que j'y croyais pas une seconde. Je me disais, sérieusement, c'est quoi ce truc? Puis il y avait toujours ce côté un petit peu. Bon, bien sûr, pour les années 50, on peut pas dire bobo, mais je veux dire, moi, quand j'étais un peu plus jeune et que j'en entendais parler, j'avais l'impression que c'était une certaine intelligentsia qui faisait un peu la pub de ce livre et j'y croyais pas trop. Bref, tout ça pour dire que, comme pour plein d'auteurs et pour plein de bouquins, en fait, je suis passé à côté pendant des années. Et comme pour la plupart des bouquins de ce genre-là, un jour, quand même, je l'ai eu dans la main et j'ai dit, bah quand même, c'est un devoir pour un mangeur de livres de se faire une idée par soi-même. Et je l'ai ouvert. Et franchement, depuis, je le conseille à tout le monde et je fais un mea culpa gigantesque. Parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est peut-être pas le meilleur de tous les temps, hein, comme récit de voyage, mais c'est un récit de voyage fantastique. Déjà, c'est vrai, il a un don Bouvier, tout le monde le dit, il a le don de nous emporter et nous faire vivre son voyage pas à pas avec lui. Et ça, déjà, c'est un talent que peu d'écrivains ont.
C'est bien ça le problème, de toute façon. Et en plus, justement, peu d'écrivains longs, peu de voyageurs longs, c'est pour ça que les récits de voyage qui vous emportent, c'est qu'un faible pourcentage en réalité des récits de voyage. Et moi en tout cas, ça a marché. Je me suis plongé dedans et je l'ai lu quasiment d'une traite. Donc, après ce petit préambule où je bats ma coulpe d'avoir fait une erreur littéraire encore, qu'est-ce qui est fascinant dans ce livre? Donc déjà, je vous dis, c'est l'époque. Ok, c'est pas Richard Burton au 19e siècle qui découvre les sources du Nil ou qui rentre incognito dans la Mecque. C'est pas Gertrude Bell, pareil, qui est dans le désert avec Laurence d'Arabie. Mais en réalité, c'est tout aussi épique. Et ce qui est cool, c'est que ça commence doucement. Alors déjà, il y a le fait qu'ils ont leur Fiat Topolino, là. Parce que ça va être un personnage à part entière, cette voiture, du voyage. Et ils se disent qu'ils ont de l'argent que pour 4 mois, mais en réalité, ils veulent euh, voyager pendant 2 ans. Donc, Thierry Vernon, c'est un peintre, apparemment, qui a déjà une petite célébrité. Il se dit qu'il va vendre des toiles pendant toute la durée du voyage. D'ailleurs, à Belgrade, il est invité par l'association des peintres serbes, un truc comme ça, à faire une expo. Et Bouvier, il se dit que il prend avec lui une Remington, là, une vieille machine à écrire, et un enregistreur. Et il se dit qu'il va faire des articles pour des journaux suisses, et puis au pire des cas, il essaiera d'en vendre sur place ou de donner des cours de français. Donc on se dit que ça peut marcher. Donc quand il rejoint son pote à Belgrade, déjà, ce qui est cool, c'est que ça nous donne une idée des Balkans à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une idée, justement, après la chute de la Yougoslavie, de la guerre, du morcellement de ce qui fut donc ce pays. On a l'impression que c'est une espèce de tiers-monde à l'intérieur de l'Europe, qu'il y a des méchants Serbes et des pauvres Bosniaques et des Albanais encore plus arriérés. Et en réalité, déjà c'est pas le cas aujourd'hui, hein, c'est une vision, dirais-je, vraiment occidentale d'un mec qui voyage pas. D'ailleurs, je vous invite à aller dans les Balkans, hein, c'est fantastique. Mais à l'époque, comme il y avait cette unité de force, hein, Tito c'était un dictateur, mais c'était quand même la Yougoslavie. Donc, une fois qu'ils ont réussi à traverser avec leur passeport occidental, ils étaient plutôt bien accueillis. Et tout de suite, c'est vrai qu'il y a un air, peut-être pas de l'Orient lointain, mais on sent qu'on n'est pas en Occident. Et c'est marrant, parce qu'ils auraient pu nous parler justement de la chape de plomb du communisme. Mais non, ils préfèrent nous parler de l'accueil des paysans bosniaques, serbes, croates. Ils parlent toujours de la même chose. Et comme ils ont eu la bonne idée d'emmener un accordéon aussi avec eux, et que aucun d'entre eux ne parle le serbo-croate, en fait, par le biais de la musique, par le biais de la boisson, par le biais juste de partager un repas parfois dans un village, ils nous font ressentir la vie quasiment intemporelle de cette partie des Balkans là, parce que alors je sais pas pour les plus jeunes, mais moi, bon, je suis pas né dans les années 50, j'étais pas né, mais quand j'étais encore adolescent, on va dire, il y avait encore le mur, il y avait encore l'Est et l'Ouest, et nous, on avait une vision vraiment archaïque du monde communiste. On avait l'impression qu'ils mouraient de faim, qu'ils avaient accès à rien, que... Mais déjà, lui, il nous peint un tableau de... C'est vrai, on pourrait dire presque que c'est une campagne intemporelle, ça pourrait se passer au XVIe siècle ou sous l'Empire ottoman. Mais en tout cas, c'est bucolique, c'est paisible. Ils mangent pas la même chose qu'en Suisse, ils écoutent pas les mêmes musiques, ils boivent pas les mêmes alcools. Mais par exemple, par le biais de la musique, tout de suite, comme il y a l'enregistreur là, et il enregistre dans chaque village le type de musique des Balkans, que ce soit les tziganes, que ce soit justement les différences entre les Serbes, les Bosniaques, les Croates. Et ça lui sert aussi de passeport de village à village, puisqu'il fait écouter à tout le monde les musiques qu'il a enregistrées, et à chaque fois c'est un prétexte pour faire la fête. Bref, il s'attarde pas non plus des années dans les Balkans, il traverse, il se retrouve un moment en Grèce, et surtout après c'est quand ils arrivent en Turquie. Et Turquie là c'est la vraie porte de l'Orient. Et jusqu'à présent, la Fiat tient le coup. Et moi je me disais, bon ok,
c'est sympathique ce voyage, mais si c'est comme ça jusqu'au bout du bouquin, c'est pas ça qui va me transporter, quoi. Et bah justement, c'est au moment où j'ai commencé à me dire finalement peut-être que c'est juste une escapade champêtre et bucolique, quoi, que ça commence, quoi, les vraies galères. Parce que à partir du moment où ils se retrouvent en Anatolie et qu'ils veulent passer en Azerbaïdjan, puis après en Iran, puis là, par contre, c'est Indiana Jones. Moi, à tel point qu'à un moment, je me suis dit, non, c'est pas vrai, en fait, il ment, c'est pas possible ce qui lui arrive. Ce qui leur arrive, comment ils arrivent à se sortir de galères impossibles à imaginer, je me suis dit, il bluffe, c'est pas vrai, c'est juste un inventeur de génie, euh, c'est pas vrai. C'est- Par exemple, leur Fiat, là, dès qu'ils arrivent vraiment en Asie, c'est la merde, ils tombent en panne tout le temps. Alors apparemment, surtout son pote Thierry, là, il touche un peu sa bille en mécanique, mais bon, quand ils sont genre dans les montagnes anatoliennes, et puis ensuite dans le Caucase, là, et dans les passes entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, et ensuite le Pakistan, je vous parle même pas de l'Afghanistan. Parce qu'en réalité, le voyage, donc, il part de Suisse, puis de Belgrade, jusqu'en Afghanistan, en tout cas pour ce qui est de Bouvier, parce que son pote Thierry, là, au bout d'un moment, il va rejoindre sa meuf je crois que c'est au Sri Lanka ou à Goa, un truc comme ça, pour se marier. Mais en tout cas, Bouvier, il va continuer jusqu'à la fameuse Khyber Pass, là, Khyber Pass, vous savez, la passe en Afghanistan où l'armée anglaise a essayé d'envahir l'Afghanistan à cette époque-là. C'est la fameuse bataille de la Khyber Pass où il y avait 10 000 soldats de Sa Majesté et qu'il n'y en a qu'un seul qui s'en est sorti. Et que les Afghans, ils l'ont laissé partir juste pour qu'ils puissent témoigner qu'il ne fallait pas venir en Afghanistan. Et moi, en fait, c'est à ce moment-là où il m'a vraiment pris. Parce que j'étais en panique avec lui. À un moment, par exemple, ils sont à Tabriz, c'est en Azerbaïdjan, là, et déjà, c'est les hauts plateaux, c'était dur d'y arriver. Ils ont passé déjà la fournaise de l'été, et en fait, ils tombent en panne, là, et surtout, il y a la neige. Il y a la neige, ils ont plus d'argent, ils sont en galère totale, et ils peuvent plus repartir. C'est genre des températures de -20, et surtout, la neige, elle empêche toute circulation. C'est pas les autoroutes de France, et avec leur Fiat, c'est pas possible. Donc ils passent un hiver entier à Tabriz et ils doivent se débrouiller. Alors au début, ils y arrivent un peu, mais à un moment donné, c'est vraiment limite de la famine, quoi. Et bon, en même temps, bien sûr, il y a toujours cette hospitalité orientale. Ils arrivent toujours à trouver des gens qui les sortent de la galère. Parfois, ils ont des problèmes avec les autorités. Parfois, ils se retrouvent en tôle. Moi, en tout cas, c'est ce moment-là, quand ils arrivent vraiment en Orient. C'est un vrai dépaysement et c'est l'Orient des années 50. L'époque où c'était encore une terra incognita pour la plupart des Occidentaux, surtout en plus, comme je vous dis, c'était la guerre froide, où c'était les pays non alignés, en tout cas c'était compliqué quand on était un occidental de traverser ces pays-là. C'était chaud. Et on le voit déjà parce qu'ils sont un peu inconscients, déjà en Turquie, parce que à l'époque c'était limite une dictature militaire, on sent que il fallait pas se comporter comme un Suisse, quoi. Il fallait baisser la tête et comprendre qu'on n'était pas chez soi. Et, dès qu'ils arrivent Et puis l'Azerbaïdjan à l'époque c'est un pays, enfin ça fait partie de l'URSS. C'est même pas, c'est pas comme aujourd'hui une république indépendante. Donc là ils passent vraiment le rideau de fer. Mais c'est l'URSS orientale. Ils sont avec des Turkmènes quoi en gros, des Azéris. Et, et ils parlent pas la langue. C'est un moment où ils ont plus d'argent. Et moi, je vous dis, il y a des moments où j'y croyais vraiment pas. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Déjà, leur voiture qui les lâche tout le temps dans des montagnes à plus de 3 000 mètres, ou à plus 40, à -30. Et des fois, ils marchent pendant 2 jours dans le désert. Ils trouvent une espèce d'auberge avec des douaniers qui comprennent rien, qui leur disent, qu'est-ce que vous foutez là? Mais il faut aller chercher la voiture. C'est incroyable. Et en même temps, toujours, il y a le style de Bouvier. À un moment, par exemple, quand il est en Azerbaïdjan, là, il, il parle des mouches. Il dit, ah, en Suisse ou en France, une mouche, on fait pas attention. euh, Elle est là, elle est pas là, ça change rien. Mais une mouche orientale, c'est l'enfer sur la terre. Elle décide de vous pourrir la vie. Elle vous laisse pas dormir. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus que la mouche qui existe. Et ça, pour l'avoir vécu pareil dans des pays de ce genre, c'est vrai. Une mouche, ça peut être un enfer personnel.
qu'on ne sait pas comment résoudre et qu'on ne sait pas comment quitter. C'est juste un exemple. Ou par exemple, quand ils. Parce qu'en fait, c'est une succession de hauts et de bas. Il y a des moments, ils sont super accueillis. Par exemple, ils sont au Pakistan, à un moment, il y a un Anglais qui est resté après la chute de l'Empire et qui a une espèce d'hôtel un peu interlope. On sait pas trop s'il a de l'argent, s'il a pas d'argent, s'il fait un peu l'espion. Et il reste un moment chez lui, il paye pas, il l'aide un peu à retaper l'hôtel. Et il reste des semaines chez lui et il y a une galerie de portraits de personnages, mais c'est en même temps du James Bond, en même temps d'Indiana Jones, en même temps du Rudyard Kipling, on sait pas trop. Et pareil, on se dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment inventé tous ces personnages ou est-ce qu'ils existent vraiment? Ou quand ils décident finalement de pousser encore un peu et d'aller vers l'Afghanistan juste avant leur séparation, ben, c'est un autre monde. On n'est plus du tout dans le monde caucasien ou dans les hauts plateaux iraniens. On est vraiment dans le Raj, quoi, la perle de l'Empire, même si c'est plus l'Empire. Il y a encore ce parfum, là, un peu. Euh, L'espèce de joyau de la couronne de l'Empire britannique. Là, et puis pareil, à un moment donné, il y a une espèce d'abondance quand ils sont au Pakistan et en Afghanistan. Tout le monde les aide. Il y a une mentalité. Puis en plus, pareil, l'Afghanistan, c'est pas l'Afghanistan d'aujourd'hui. C'était à l'époque où c'était encore une monarchie qui était quand même plutôt pro-occidentale. Il y avait l'école française d'archéologie qui faisait des fouilles. Je crois qu'à un moment même, il reste un temps avec eux. C'est 1000 planètes sur une planète. L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Lisez-le, mangez-le, dévorez-le. Je sais que là, j'ai été dans tous les sens, comme d'habitude, hein. Je tiens pas ma promesse, j'avais promis qu'après les conseils estivaux, je ferais des vrais podcasts de professionnels avec un conducteur, avec le livre sous les yeux, avec des vraies anecdotes, avec une biographie de l'auteur, tout ce que. Mais là, en fait, comme ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé, et que je m'étais dit, tiens, je parlerais bien d'un petit récit de voyage, et je rangeais un peu en fait mon étagère de récits de voyage, et d'un seul coup j'ai eu un coup de panique, je me suis dit merde, je n'ai plus l'usage du monde, je trouvais plus. Et puis finalement, c'était juste une question d'édition en fait. Je me rappelais pas que je m'étais séparé d'une ancienne édition qui était vraiment trop défoncée, et que j'en avais acheté un autre un peu plus récent qui avait pas la même gueule. Bon après ça c'est vraiment une anecdote personnelle qui a aucun intérêt en vrai, hein. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Et ce qui est cool aussi, c'est que dans toutes les éditions de ce livre, il y a les illustrations de Vernant. Bon, moi je suis pas fan, hein, je vous avoue, c'est pas terrible. Alors, les goûts et les couleurs, hein. Mais c'est aussi bien sans, je trouve. De toute façon, c'était pas trop lui qui m'intéressait dans le bouquin, c'est plus Bouvier. Alors, je m'étais dit à l'époque que je lirais tous les bouquins de Bouvier, parce il a fait Chronique japonaise, il a fait, je sais plus, il en a fait plein quoi. Mais je sais pas pourquoi. J'en ai pas lu d'autres pour l'instant de Bouvier. Donc dites-moi hein, dans les commentaires ou dans les messages si vous le connaissiez déjà et si vous en avez lu d'autres. Encore une fois, lisez Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Allez vous perdre dans les Balkans, en Anatolie, en Iran, en Azerbaïdjan. Partagez les galères mécaniques, les embrouilles avec les douaniers, l'hospitalité fabuleuse de tous ces gens. De tout, parce que ça aussi c'est une leçon. Ça aussi c'est une leçon. C'est que il y a des gens bien partout. Et que c'est souvent quand on n'a rien qu'on offre le plus. Et à un moment donné, dans la préface, il y a Bouvier qui dit que cette envie de parcourir le monde, là, d'aller découvrir, d'aller voir au-delà des montagnes et des fleuves, là, ça commence quand on est à plat ventre devant un atlas, quand on est petit chez soi et qu'on commence à imaginer justement toutes ces contrées qu'on voit sur la carte. Et que c'est une graine en fait qui est plantée et que c'est un virus qu'on chope. Et c'est vrai, moi quand j'étais plus jeune, ça me fascinait les cartes, les planisphères, les atlas. Encore aujourd'hui, à chaque fois que je tombe sur un atlas, je l'achète quasiment, alors que je sais plus où les mettre.
Et ouais, en fait, tout ça pour dire que c'est vrai. Pour avoir un petit peu bourlingué, peut-être pas autant que Bouvier, mais cet attrait un peu du lointain et de voyager sans un copec, bah, en fait, la récompense, au-delà du fait qu'on arrive à réaliser un rêve de partir un petit peu et de voir ce qui se passe ailleurs, c'est ces rencontres. Parce que c'est souvent, souvent quand on croit que ça y est, on va devenir un clochard en fait. On n'est plus un voyageur, on est juste en galère, on a nulle part où dormir, on n'a rien à manger, on sait pas comment rentrer chez soi. D'un seul coup, on sait pas d'où ça sort. Des fois, il y a un mec qui vous prend en stop. Parfois, c'est un hôtelier ou un aubergiste qui, avec un sourire et un regard, il comprend en fait votre situation et il vous offre à manger, le gîte et le couvert. Et juste à travers ses yeux, en fait, vous découvrez le pays plus que si vous l'aviez parcouru en long et en large. Et en réalité, ce type de bouquin, c'est juste un booster, quoi, un booster d'envie, un déclic qui fait que peut-être on chope ce virus vraiment. Donc, si vous aimez voyager de manière immobile, lisez Nicolas Bouvier. Et si vous avez besoin d'un petit coup de boost, un petit coup de pouce pour passer le cap et partir à l'aventure, même avec 5 euros dans la poche, lisez Nicolas Bouvier. Et en plus, si vous avez envie de lire un vrai styliste, un vrai conteur, lisez Nicolas Bouvier. Alors j'ai un peu meublé, j'ai un peu brodé pour que ça vous fasse au moins un podcast de 20 minutes. Je réitère cette promesse solennelle que je vais être un peu plus sérieux. Parce que même moi, en fait, j'ai envie de vous parler de manière plus approfondie hein, des livres. C'est juste que là, j'avais pas trop le temps, mais... En tout cas, peut-être qu'un jour, j'y reviendrai à Bouvier, à l'usage du monde, et que j'en parlerai un peu plus, que je ferai un petit topo sur sa vie, sur ses œuvres, et même sur le bouquin, sans vous spoiler le livre, bien sûr, mais en vous parlant un peu plus de ses étapes. Mais en tout cas, c'est vrai. Faites pas la même erreur que moi. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un truc de bobo et d'émissions littéraires télévisuelles, là où il y a un consensus généralisé. En fait, non, non, il mérite Bouvier. C'est vrai que c'est un bon. Allez, je vous laisse les mangeurs de livres. Merci de m'avoir écouté. Et si vous êtes satisfait, mettez des étoiles, des commentaires, des notes, abonnez-vous. Je n'ai aucun abonné et ça me rend très triste. Encore une fois, le premier abonné, je lui envoie le livre de son choix. Bon allez, à bientôt les mangeurs de livres.